avant de passer la parole à Marie-Hélène Thénière, je rappelle que chartiste, elle a très longtemps travaillé à la Bibliothèque nationale de France au département des manuscrits où elle était conservateur et toute retraitée qu'elle soit, elle continue à travailler beaucoup, terminant d'énormes dossiers comme d'une part l'édition du premier livre, de la traduction par Pierre Bersuire du Tite-Livre, mais aussi le très gros projet qui portait sur la bibliothèque de Charles V et sa reconstitution. Eustache Deschamps a été d'abord serviteur de Charles V avant de devenir serviteur de Charles VI, disposant de la bibliothèque donc de son père. Ce qui évidemment permet de comprendre que Marie-Hélène Thénière connaisse parfaitement les manuscrits qui contiennent tout ou partie de l'œuvre d'Eustache Deschamps. Sur les manuscrits, elle a organisé à de très nombreuses reprises des expositions, je pense à celle qui portait sur le bestiaire, et puis elle a écrit un des articles fondateurs sur le manuscrit principal d'Eustache Deschamps dont Jacqueline Cerchilini-Toulet a parlé rapidement, c'est-à-dire le français 840, copié donc par le fameux, mais pas si fameux que ça, donc on va en savoir plus, Raoul Tinguy. Donc je lui passe la parole tout de suite. Donc, merci Sylvie pour ces paroles tout à fait aimables. Je parle aujourd'hui des manuscrits où figurent des œuvres d'Eustache Deschamps. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a une petite vingtaine de manuscrits où figurent ces œuvres, si l'on accepte les manuscrits qui ne contiennent qu'un poème. Les 3 manuscrits les plus importants sont le Bibliothèque nationale français 840, recueil des œuvres complètes de près de 1500 pièces, dont le maître d'œuvre est Raoul Tinguy au début du XVe siècle. Puis vient une deuxième collection tout à fait importante, le Bibliothèque nationale de France, NAF, Nouvelles acquisitions françaises, 6221, copié par Simon Plumtot vers 1435-1436 et qui compte 78 pièces. Enfin, le manuscrit de Clermont-Ferrand, Bibliothèque du patrimoine 249, qui est un recueil composite fait pour un noble auvergnat. Il est riche de 18 pièces et mélangé en particulier à des œuvres d'Alain Chartier. Donc ces manuscrits, vous pouvez les voir sur Gallica et le manuscrit de Clermont-Ferrand est accessible sur le site Auvergnat, OVERNIA 249. On trouvera une liste très bien faite de ces manuscrits dans l'ouvrage de Clotilde Dauphren, La poétique des œuvres complètes, à la page 21, avec en ce cas les références à Queue de Saint-Hilaire. L'équivalent dans l'anthologie est à la page 43. Donc les manuscrits nous renseignent sur les modalités de circulation des poèmes, sur les milieux où l'œuvre a été lue, et il pose en creux la question de l'authentification des poèmes isolés, ce que Matteo Roccati appelle avec bonheur des écrits sans auteur. Vous le savez bien sûr, Guillaume de Machaut, le mentor d'Eustache Deschamps, est un poète musicien, c'est-à-dire qu'il rédige des poèmes et pour quelques-uns d'entre eux, environ plus d'une petite centaine, il compose de la musique. De sorte qu'un certain nombre de ces manuscrits sont notés, c'est-à-dire qu'ils portent de la musique. Tel n'est pas le cas des poèmes d'Eustache Deschamps, à l'exception d'un seul manuscrit, et pas n'importe lequel, celui précisément où il pleure la mort de Guillaume de Machaut. Rédigé en 1377 par Eustache Deschamps, le poème est accompagné de la musique
d'un certain François Andrieux, Magister Franciscus, dans un manuscrit qui date, me semble-t-il, du XVe siècle. C'est le manuscrit Chantilly 564. On peut lire la première strophe c'est le numéro 23 de l'anthologie. Ô flour des flours de toute mélodie, très doux maître qui t'en fut adroit, ô Guillaume, mondain dieu d'harmonie, après vos faits, qui obtiendra le choix sur tout faiseur, certes ne le connoit, vos noms sera précieuse relique, car leur pleura en France et en Artois, la mort, Machaut, le noble rhétorique. Mais comme le dit Deschamps dans son art de dittier, de même qu'on peut écouter de la musique sans parole, de même on peut écouter des poèmes sans musique. Soit que l'on soit dans la chambre privée des dames et des seigneurs, soit que l'on veuille divertir un malade. Et donc je cite, « Les dits et les chants, ou les livres métrifiés, c'est-à-dire les livres de poésie, se lisent de bouche et profèrent par voix non pas chantable, tant que les douces paroles ainsi faites et recordées par voix plaisent aux escoutants qui les ouït. » C'est sans doute à travers ces déclamations, quelque peu théâtrales, où le récitant devait, je cite, donner son et pause au dicté qui fait en son, c'est-à-dire rendre le rythme des vers et les différents procédés stylistiques, dont la fameuse césure épique, dans les milieux de cours. Donc, tout ça se faisait dans des milieux de cours où se diffuse l'œuvre d'Eustache Deschamps, oralement d'abord, puis recopiée sur quelques feuillets de papier ou du parchemin qui circulent. Ce sont ces regroupements de poèmes autour d'un thème qui constituent les séries de petites collections qui se diffusèrent en premier et qui ont été magistralement étudiées par Matteo Roccati en 2006. J'en retiens deux. D'abord, la série des 7 poèmes, recopiés toujours dans le même ordre, en l'honneur de Du Guesclin, qui est mort en 1380, dont 3 sont avec certitude d'Eustache Deschamps, puisqu'ils figurent dans le français 840, et les 4 autres ont été attribués aussi à Eustache Deschamps. Ils figurent toujours dans le même ordre, à la suite de la chronique en français de la chanson de geste de Cuvelier de Bertrand du Guesclin, qui date des années 1380-1385. On les trouve toujours recopiés de la même manière dans 3 manuscrits. Le manuscrit de la bibliothèque Méjeanne à Aix, 428, daté de 1441. Le manuscrit, on va simplifier, Nouvelles acquisitions françaises, 993, qui date de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle, et le manuscrit 850, qui date de la fin du XIVe siècle. C'est celui que vous voyez ici. Les textes d'Eustache Deschamps sont copiés sur les derniers feuillets, sur les feuillets qui complètent le dernier cahier de la chronique de Cuvelier, vous voyez sur la droite, par le même copiste que la chronique. C'est une petite gothique assez simple, avec une initiale rehaussée de couleur jaune. Donc, la mise en page est sobre. Il y a simplement un espace entre les différents poèmes. Et vous trouvez là, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à lire, enfin, oui, on pourrait dire presque ça. La ballade 39 de l'anthologie, Tuitli vaillant et prodhomme de jadis, avec le refrain du plus vaillant qui fut en tout le monde. Puis la ballade 38, peut-être qu'il faut que je... La ballade 38, Estoc d'honneur et arbre de vaillance, avec le refrain qu'on voit assez bien à la fin, Plourer, plourer, fleur de chevalerie, puis le rondeau 99. Je cite toujours l'anthologie, Tuit chevalier qui allait par le monde et qui suivait le métier honorable, pleurait la mort du vaillant connétable. On ne sait rien du milieu qui a produit le français 850, mais l'initiale ornée montre bien qu'il a été fait,
qu'il a été fait à la fin du XIVe siècle. En revanche, le manuscrit NAF 993 de la fin du XIVe et du début du XVe siècle porte l'ex-libris d'un certain Jean Morellet, avocat du roi, au bailliage du Pays de Caux, puis au bailliage de Rouen, avant d'être de 1416 à 1419 avocat d'Henri V de Normandie. On comprend donc que cette petite série circulait dans le milieu des avocats du Parlement parisien et normand, donc dans le milieu des juristes. La seconde collection est une série de 7 poèmes sur la justice des dieux, les devoirs des chevaliers, le désordre des temps actuels comparé au temps ancien, autrement dit, sur le métier des armes et les temps anciens. Et cette fois-ci, alors attendez, je ne sais plus dans quel sens, qu'est-ce que vous voyez là? On est à Morlaix encore. Oui, c'est très bien. Alors voilà. Cet ensemble de 7 poèmes sont cette fois-ci dans les manuscrits clairement attribués à Eustache Deschamps. Si commence aucune ballade morale, faite et compilée par noble homme et prudent, Eustache Morel, naguère bailli de science. Donc, il figure dans 2 manuscrits du début du XVe siècle. Le manuscrit Turin, Bibliothèque royale Saluzzo 188, où les textes sont associés à une traduction assez rare de Végès datant de 1380. Et puis, alors là j'en ai pas d'illustration. Et puis, le manuscrit Toulouse, Bibliothèque municipale 822, où cette fois-ci les textes sont associés à une traduction anonyme de Boès datant également de 1380 et faite par un proche de Louis II de Bourbon. L'ensemble de ces textes s'accorde, semble-t-il, avec l'entrée en chevalerie d'un prince, et les deux, donc on peut imaginer qu'ils ont été rassemblés à cette occasion et redits à cette occasion, et ces 2 manuscrits sont dans la mouvance de Raoul Tanguy qui en a copié une partie. Donc, vous voyez là sur ce manuscrit de Toulouse, au feuillet 107 verso 108, il présente les 2 poèmes qui figurent dans l'anthologie. On ne les voit pas très bien, peut-être qu'il faudrait que j'aille. Enfin, c'est les yeux de la foi. La ballade 186 qui commence, donc c'est à gauche, je vois le temps ottavien que toute paix fut réformée, avec son envoi, princes livaillant et libons sont élevés, veuille ou non, est à on et gouvernement, et les foules orgueilleux félons, non est à office ne don. Dit-il voir? Par ma foi, il ment. Et sur la droite, la ballade 64 qui commence, Sector Lipreux, César et Alexandre, on va la retrouver à peu près dans tous les manuscrits, et son envoi, prince, ceux qui hors si grand nom, n'eussent tendu à ce qui est soit bon, leur renom fut en ce monde douteux. Or on bien fait, et pour ceux les louons. Mais ce peut-on voir, pouvoir, mais ce tout voir, pouvoir par raison, du temps qui est ce roi merveilleux. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ces 2 poèmes se retrouvent d'ailleurs dans de très nombreux manuscrits. Ainsi Deschamps faisait-il circuler assez largement ces poèmes. Et Jacqueline l'a rappelé, il se plaint toutefois dans la ballade Anthologie 5 qu'il a prêté des livres et qu'on ne lui a pas rendus. Ce sont sans doute des cahiers non reliés. Et il dit que dorénavant, on vienne les copier chez moi, en mon hôtel, sauf bien sûr s'il s'agit d'un grand seigneur. C'est la ballade « J'ai mes livres en tant de lieux prêtés, et à plusieurs qui les devront. » Et le refrain « Plus ne prêterai livre, quoi qu'il advienne. » Donc ça, c'était les petites séries, les collections de petites séries manuscrites dont on peut penser qu'elles reflètent en fait des réunions orales où on disait les œuvres de Eustache Deschamps. Enfin, moi je le comprends comme ça.
mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Familier de la cour et proche de la famille d'Orléans, Eustache Deschamps a sans aucun doute supervisé la copie de manuscrits de luxe, de manuscrits de présentation. Voilà. Tel est le cas du manuscrit français 20029 qui contient le doublet de fragilité humaine, adaptation partielle en vers du De Miseria Humanae Conditionis de celui qui deviendra le pape Innocent III, donc ça date de 1195. Il est vraisemblable que Eustache Deschamps a écrit cette adaptation en vers à la demande de Charles V, qui possédait déjà plusieurs versions d'une traduction en français et qu'il avait fait copier à la fois pour lui et à la fois pour la reine. Donc c'est un tout petit volume de 25 feuillets, 27 cm de haut, 18 de large, illustré pourtant de 55 miniatures en grisaille. Il est fait dans le nord de la France et dans la première scène, vous voyez Eustache Deschamps qui offre son volume au roi. Alors normalement, ça devrait être un tout petit volume et vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait énorme. On ne sait pas très bien pourquoi. La mise en page dans ce manuscrit fait la part belle au français, qui est copié sur la colonne de gauche, en écriture gothique plus ou assez développée, tandis que le latin est inscrit d'un tout petit module sur la colonne de droite, et ça c'est assez inhabituel. À la fin du livre, un colophon rubriqué précise la dédicace. Si fine le livret de la fragilité d'humaine nature, fait et compilé par manière de double lait par Eustache Morel de Vertu, écuyer et huissier d'armes du roi. Charles Lequin, là vous voyez une rature, châtelain de Fismes et Ali présenté le 10e jour d'avril, après Sainte Pâques, l'an de grâce Notre Seigneur, 1383. Et alors vous remarquerez que le mot avril est écrit A-V-R-I-L-G, ce qui est complètement inhabituel, mais en fait, c'est une graphie du nord de la France. On retrouve une telle graphie dans des chartes de Douai vers 1370, et ça confirme l'hypothèse selon laquelle le manuscrit a été fait dans le nord de la France. Patricia Michon a montré que cette version du lait était une version corrigée par rapport à celle du français 840. Et elle explique que ça a été corrigé avec minutie et exigence. Eustache Deschamps a adapté le vocabulaire de manière plus précise, et elle cite en particulier cette correction que vous voyez là. Du coup, je ne sais plus très bien ce que c'est. Oui. Les vers lui te rongeront l'oreille, qui est remplacé par les vers te rongeront l'entreuil, qui est un signe de beauté beaucoup plus important que l'oreille. Et c'est ce qui lui fait dire que par rapport aux lettres fragilité humaine qui est copiée dans le français 840, enfin elle a évidemment bien d'autres exemples, qui est copiée dans le français 840, c'est une version corrigée par l'auteur. Donc là, on est dans les manuscrits de présentation. Alors, un autre manuscrit de présentation, c'est le NAF 6235. En fait, il s'agit d'un cahier de 8 feuillets, numéroté de 25 à 32 en chiffres romains rubriqués, dont il manque le bifillet central. Il contient 12 poèmes d'Eustache Deschamps. Et dans l'anthologie, ce seront les numéros 7, 14, 1 et 15. Matteo Roccati proposait d'y voir une petite collection, mais il n'arrivait pas à en définir le thème. Et de notre point de vue, au vu des caractéristiques extérieures, il est évident que c'est un manuscrit de luxe, copié sur un parchemin bien blanc, et sans doute un manuscrit de présentation. L'écriture gothique est très posée, avec des rehauts de couleurs. On voit très bien le cadre de la justification, tracé à l'encre. Donc, les titres sont rubriqués,
Les titres des ballades sont aussi rubriqués. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, c'est ça. Les strophes sont séparées par des pieds de mouche. On peut dater ce manuscrit de la fin du XVe siècle. Et de mon avis, le parchemin est poncé avec beaucoup de soin, mais il est beaucoup plus épais que les parchemins parisiens. Et la rognure se fait au-delà de la ligne de piqûre, ce qui me fait dire que ce manuscrit n'est pas parisien comme le manuscrit français 20029. Donc là, j'ai présenté les feuillets 31 et 32 qui contiennent les ballades de l'anthologie 1 et 15. Donc la ballade 1 qui commence avec le petit étoile bleu. Là aussi, c'est un texte qu'on va retrouver dans beaucoup de manuscrits. De Neptunus et de Glaucus me plains, qui contre moi font la mer félonesse. Avec l'envoi, Dieu Mars, j'attends printemps de douceur plein, que l'on pourra paisiblement rimer. L'or y fait bon, en hiver ni fait sain, contre les vents ne peut nul de la mais je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et puis sur le feuillet de droite, la ballade 15 de l'anthologie, c'est vraiment une ballade amusante, qui veut vivre paisiblement sans savoir péril de son corps, si gueule comme olifant, et avec le refrain sans vouloir oïr ne parler. Et l'envoi, prince ne peut avoir trésor aujourd'hui, ne terre acquesté, aucun, s'il n'est sire trop fort, sans vouloir oïr ne parler. Alors, évidemment, on rapprochera volontiers, mais c'est juste une hypothèse, ce cahier égaré du chapelle de fleurs, le joyau auquel Eustache Desgens avait travaillé pendant une vingtaine d'années, une anthologie de ses œuvres que le vent a emporté et qu'il prie qu'on lui rende. C'est la ballade 138 de l'anthologie. Doux Zéphirus que fait naître Flour, printemps, été, automne et aurora, plouré au mois mes dolentes doulours, et le jardin que jadis laboura. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse parce que rien ne nous dit que ce manuscrit, sans doute un manuscrit de présentation, ne contenait que des œuvres d'Eustache Deschamps, bien sûr. Mais enfin, c'est intéressant pour replacer dans son contexte, je crois. Venons maintenant au fameux manuscrit français 840 de la Bibliothèque nationale de France, le recueil des œuvres complètes d'Eustache Deschamps. C'est un monument par sa taille, puisqu'il a plus de 600 feuillets, il a 600 feuillets environ, 33 cm de haut, 27 de large. C'est un des plus gros manuscrits de la Bibliothèque nationale. Un monument par son contenu, puisqu'il contient l'ensemble des poèmes d'Eustache Deschamps, environ 1480, et un manuscrit essentiel à la connaissance du poète, puisque seulement une petite centaine de poèmes n'y figurent pas. C'est un manuscrit des œuvres complètes, mais à la différence de Guillaume de Machaut, qui construit son œuvre et l'image qu'il a de soi, c'est, pourrait-on dire, une matière presque brute qui est rassemblée. Enfin, presque, parce qu'il semble qu'en réalité, le manuscrit ait été réalisé pour ses premières sections, 1-3 en particulier, à partir de collections préexistantes établies par Deschamps, auxquelles on a ajouté par la suite des pièces plus récentes qui avaient échappé à la collecte. C'est ce qu'on lit au feuillet 431, en tête de la 7e section. S'y commencent plusieurs ballades morales faites par le dit Eustache, lesquelles ont été trouvées en plusieurs papiers et écrits depuis les précédentes ballades écrites. On admirera sur cette page la clarté de la mise en page, là encore avec les titres rubriqués des poèmes, des initiales peintes, bleues et rouges en tête de chaque poème, des pieds de mouche rouges qui scandent les strophes, jusqu'à la réclame en bas à droite qui est décorée. Il s'agit ici, sur la colonne de droite, de la ballade sur les vieux serviteurs que l'on rejette. C'est l'anthologie 13.
On est aimé tant qu'on fait fruit, qu'a déjà rappelé Jacqueline. De fait, l'ensemble du volume n'a ni unité thématique, ni unité chronologique. Par exemple, les poèmes sur les guerres de Flandre entre 1382 et 1386 sont éparpillés dans l'ensemble du manuscrit. Et comme le dit avec humour Clotilde Dauphin, l'ensemble n'est plus polyphonique, il est cacophonique. Le maître d'œuvre de cet immense travail est Raoul Tanguy, un copiste qui travaille avec ses collaborateurs pour le chancelier Arnaud de Corbie et sa famille, pour lequel il a copié une quinzaine de manuscrits. Son écriture est une belle bâtarde régulière, avec des L et des R, on va le voir, là on le voit là, qui s'élance en marche supérieure, ornée de treillis, etc. Il a une signature en forme de devise, catervaument et tuffaument, qui ici structure le volume en 2 livres. À la fin des livres 1, des sections 1 à 6, feuillet 314 verso, catervaument. Et puis, à la fin de la section 10, tuffaument. Ces 2 termes sont la marque lexicographique de Raoul Tanguy. Et on retrouve ces termes partout dans ces copies. Caterval veut dire compagnon de beuverie, parce que caterva en latin c'est la foule. Tufal a plutôt le sens de paysan vulgaire, rustre, ignorant. Ici, catervaument et tufforant veut dire j'ai fait ce livre en buvant bien avec les copains, mais j'ai travaillé comme un rustre, autrement dit, j'ai rassemblé les livres un peu n'importe comment. Il me semble que c'est comme ça qu'on doit comprendre. La particularité du manuscrit que Clotilde Dauphin a bien mis en évidence, c'est la table du volume qui est faite à la manière des tables des chansonniers. Cette table est extrêmement méticuleuse. Elle ne respecte toutefois pas l'ordre des pièces dans le volume. Elle reprend les 7 genres de pièces rédigées par Deschamps et en particulier en premier l'ordre des formes fixes étudié par Deschamps dans son art du dittier pour les ballades et les chansons royales, les rondeaux, les virelais, qui sont classés par ordre alphabétique des premiers vers ou des refrains, puis par ordre d'apparition dans le manuscrit. Viennent ensuite les laits, les farces, les chartes et commissions, c'est-à-dire toutes sortes de lettres. Ainsi, cette table respecte-t-elle la pensée de Deschamps bien mieux que l'ordre des successions des pièces dans le manuscrit? Mais on peut se demander, est-elle bien l'œuvre de Raoul Tanguy? Il est merveilleux ce Raoul Tanguy, mais quand même, il me semble quelqu'un de beaucoup plus capricieux que ça. Il fait toutes sortes de fautes de copie. C'est un copiste fantasque. Et donc on peut se demander si cette table n'a pas été au moins commencée par Deschamps. Et donc se pose malgré tout le problème de la datation de ce manuscrit. On date la mort de Deschamps de la seconde moitié de l'année 1404, puis la production du volume de quelques années plus tard. Mais il est évident qu'il a été commencé du vivant de Deschamps. Et si on regarde en fait l'initiale ornée, qui est un moyen de datation, les fiches de François Avril le datent de vers 1400. Ce qui pose effectivement le problème de la datation de ce manuscrit et de la participation de Deschamps ou non à la copie de ce manuscrit. Mais je crois qu'il faudra en discuter. L'autre question qui se pose est celle du commanditaire du manuscrit. Étant donné la proximité de Raoul Tanguy avec Arnaud de Corbie, tout porte à croire que c'est Arnaud de Corbie, chancelier de France de 1388 à 1413, qui a commandé le manuscrit. Arnaud de Corbie s'intéresse aux textes historiques et souvent il a dans sa bibliothèque un certain nombre de versions nouvelles de textes historiques, des chroniques de Froissart, ce qui pour l'époque est assez rare, dans une version française, un titre livre dans une version remaniée et un tout nouveau Valère Maxime.
Et on peut se demander si, en commandant les œuvres complètes d'Eustache Deschamps, il n'a pas voulu disposer d'une extraordinaire, je mets entre guillemets, chronique rimée de la cour sous Charles VI. Parce qu'on remarque malgré tout que la table du volume suppose que l'utilisateur du manuscrit connaissait les premiers vers des poèmes ou les refrains. Et doit-on supposer que les poésies d'Eustache Deschamps étaient connues oralement en dehors même des livres ? Nous terminerons par 2 manuscrits qui présentent des collections de poèmes d'Eustache Deschamps, donc le Bibliothèque nationale de France, NAF 6221, qui est donc, je l'ai dit, la deuxième plus grande collection après le français 840, puisqu'il contient 98 pièces. Il a été copié vers 1435-1436 à Paris puis en Normandie par un clerc de l'abbaye Saint-Victor, originaire de Normandie et avocat au Parlement, puis avocat de l'Échiquier de Normandie, un certain Simon Plimto. Grand copieur de textes et qui possède environ 80 manuscrits. Il semble que ce manuscrit a été copié pour son usage personnel à partir de collections qui circulaient dans les milieux juridiques et que Simon Plimto n'a pas eu recours aux papiers qui ont constitué le français 840. Comme l'a montré Olivier Delceau, il a, semble-t-il, établi une édiction pas vraiment critique, mais comparative, où il a corrigé les copies à partir de plusieurs exemplaires. Comme on voit ici, au feuillet 4, c'est le lait de département, l'anthologie 53. Donc je vous ai mis sur la droite les passages qui avaient été corrigés. C'est un témoignage important de la circulation des textes, sur lesquels beaucoup de nouveautés ont été données par Thierry Labassater, en particulier la datation à partir des filigranes, etc., etc. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est si Simon Plimto avait l'intention, à partir de cette copie, de constituer un manuscrit de luxe. Le deuxième manuscrit est fait sans doute, semble-t-il, dans le second quart du XVe siècle, vers 1426-1440, est un recueil composite qui contient 18 pièces d'Eustache Deschamps, constituées, comme l'a montré Thierry Labassater, pour un noble auvergnat, un certain Guy de Montclar, qui avait un château près de Mauriac. Parmi ces 18 pièces copiées, les 6 premières ont été copiées de manière isolée, mêlées à d'autres textes, en particulier une complainte de la France, le lait de paix, le bréviaire des nobles d'Alain Chartier, tandis que les 12 autres, comme l'a montré Matteo Roccati, devaient provenir de petites séries, l'une sur la fortune et les vicissitudes du pouvoir, l'autre sur les maux qu'il faut endurer et l'inéluctabilité de la mort. Donc on présente ici, de nouveau, la ballade 64. Du coup, je me souviens plus comment elle commence. Oui. Du temps qui est ce roi merveilleux, c'est son refrain. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette ballade a été associée à un proverbe pour montrer qu'en fait, les œuvres d'Eustache Deschamps entrent dans le lot commun, on pourrait dire, et sont reprises pour, reconstituer des collections. Un proverbe: service de seigneur n'est pas grand héritage, mais c'est un grand honneur à périlleux usage. Et vous remarquerez que périlleux est écrit L-H-E-U-X. C'est donc bien que le manuscrit a été fait, disons, en région d'Oc, usage. Voilà. Alors, je sais plus où j'en suis. Alors, pour terminer, on ne saurait donc terminer ce chapelle de manuscrits, sans citer encore les noms de 2 érudits qui firent beaucoup pour la connaissance d'Eustache Deschamps, Lacurne de Saint-Palais, qui a copié le manuscrit français 840, que l'on trouve sa copie au manuscrit Arsenal 3291 à 3293,
Toutefois, j'ai regardé dans son dictionnaire de l'ancien langage français, je trouve qu'il ne précise pas beaucoup les mots caterve et tuf. Mais bon. Et aussi l'imprimeur Charles Craplet, qui publia en 1832 son livre « Poésie morale et historique d'Eustache Deschamps, écuyer, huissier d'armes de roi Charles V et Charles VI », publié pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi. Merci beaucoup.